Bonjour tout le monde. Est-ce que vous avez cette ref? Si vous avez cette ref, ceci dit, je fais partie de ces gens qui n'ont jamais réussi à accrocher à The Office. Mais j'aime l'idée que The Office existe. Voilà. Mais en tant que boss, il me fait cringer tellement fort. Oh là là, très, très compliqué. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée. Bonjour les gens, bonjour Broussouf, bonjour la boulange Brest, bonjour Evan. La boulange, est-ce que c'est Nicolas? Peut-être c'est Nicolas. Bonjour Quentin, bonjour Super Canard, bonjour les gens que j'ai ratés, bonjour Evan, bonjour Humble Seal, bien sûr. Bonjour Grizzly, bonjour Foncé. Foncé qui se lève à pas d'heure pour venir nous voir parce que Foncé est au Québec. Folie quoi. Pas fan du tout de The Office. Bah voilà. Bonjour et salut le Papa Gamer également. Merci pour le follow. Salut Dakina également. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée ou un beau début de journée, un beau réveil pour... Ah oui, tu te lèves moins tôt parce que c'est le Québec. Bien sûr, il y a 1 heure de décalage pendant quelques semaines là, c'est ça si je me trompe pas. C'est quand l'heure d'été en France? Je ne sais pas. Je m'en contrefous en fait. En vrai, ça me change tellement pas la vie. Mais c'est vrai que par exemple, cette nuit, j'ai pu voir un match NBA 1 heure plus tôt grâce à ça. Voilà, c'est dans 2 semaines apparemment. Eh bien, vous savez tout. Le chat, c'est tout. Bon, je vous ai proposé sur le Discord. Si vous n'êtes pas sur Discord, allez donc faire un tour sur mon Discord. Où est-ce que ça se trouve? Il faut que vous tapiez tout simplement dièse Discord. Enfin, pas dièse. Ah, mais je me fatigue. Vous savez, j'ai un problème de riche, hein, vraiment, mais j'ai un Mac et j'ai un PC. Et je me suis acheté un truc canon, vraiment, que je cherchais depuis des plombes. C'est-à-dire une souris, voilà, et un clavier Logitech où tu peux switcher de l'un à l'autre. Et de ce fait-là, je suis beaucoup plus sur mon PC qu'avant, mais donc beaucoup moins sur mon Mac. Et je passe mon temps à intervertir dans ma tête entre les claviers qui sont pas pareils. Bon bref, donc de ce fait-là, à la place de mettre des points d'exclamation, je mets très régulièrement des underscores. Quelle vie, vraiment. Je vous avais donc proposé sur le Discord de la commu, n'est-ce pas, de vous faire un petit FAQ, une petite session questions-réponses, un petit live questions-réponses en rapport avec les podcasts. Parce que vous avez été quelques-unes à me poser des questions sur le sujet. Et je me suis dit, bon, plutôt que de tout répondre dans Discord, autant faire un live pour tout le monde, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut que je regarde à la caméra. Il faut vraiment que j'apprenne à regarder à la caméra. C'est un vrai travail pour moi. Alors, il y a Pierre qui a commencé à faire... qui m'a fait une liste de questions. Waouh, beaucoup. Et je vais donc... si ça vous intéresse, réagissez dans le chat, posez-moi des questions si vous en avez. Je suis tout oui, n'est-ce pas? Parce que c'est un peu le concept hein, de ce podcast. Je vais monter un peu le son. Je sais pas ce que vous en dites. Alors, je vais reprendre de ce fait-là les questions que Evan m'a posées, je pense en premier lieu, qui a amené à d'autres questions, qui ont amené à également d'autres questions. Voilà. Qu'est-ce qui est creepy? Ah, tu peux mettre des photos de nous vers ta caméra pour... Oui, bonjour. Ça va? Salut. Combien coûte un matos de base? Ok, je vais vous dire tout ça. Alors, Evan me posait donc la première question qui était, j'ai 2 questions qui me sont venues. Déjà, il se passe combien de temps entre l'interview de l'invité et la publication du podcast? Alors, ce que je lui disais déjà sur le Discord, donc, c'était que ça dépendait vraiment de plein de facteurs. Le premier, ça va dépendre de mon stock d'interviews que j'ai en stock, tout simplement. Le deuxième, ça va dépendre de ma capacité à aller chercher des interviews, ou en tout cas aller chercher des interviews et à en mettre en stock aussi, parce que parfois, j'ai des moments où tout simplement j'ai énormément de contenu en avance et d'autres où vraiment je suis en train de galérer à booker des invités, etc. Donc ça dépend vraiment de plein de choses.
Est-ce que le son... Non mais, bon, je déteste faire des rentes sur Windows. Mais je déteste Windows. Voilà, c'est comme ça au moins c'est dit. Merci Roboucan pour le Prime, ça fait plaisir. Pourtant le son était bon. J'ai tout simplement, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai tout simplement enlevé la prise la prise casque de mon ordinateur pour la mettre sur ma table de mixage pour avoir un feedback, enfin un retour sur le son. Et le logiciel s'est planté tout seul, sans aucune raison. Incompréhensible. Bref, ben voilà. Terrible. Faut jamais toucher en fait. Une fois que c'est lancé, tu te dis mais ça ne touche pas. C'est parce que j'ai fait trop de regards caméra. Sans doute c'est à cause ou grâce à ça. On ne sait plus. Donc je vous parlais donc de mon stock d'interviews. Il y a aussi des moments où j'ai un peu de mal à booker des interviews pour plein de raisons. C'est que notamment en ce moment, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie un peu de step up mes invités, on va dire. Et donc d'aller chercher des invités qui sont un peu plus connus. Et forcément, qui dit invité un peu plus connu, dit disponibilité moins grande, dit il faut aussi faire en sorte de leur montrer en fait que le podcast est bon. On dirait un live de Monsieur Poulpe où tout déconne. Je sais pas, j'ai jamais vu Poulpe en live pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion. Ensuite, ça va dépendre d'un autre truc. Ça va dépendre aussi de l'actualité de mon invité. Donc là, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai interviewé il y a quelques semaines Alain Damasio. Et je l'ai interviewé le mardi. Et le bouquin d'Alain Damasio sortait le jeudi. Le jeudi qui était le même jour que la sortie de l'épisode d'Histoire de succès. Il y avait deux choses. C'est que, déjà, je trouvais que c'était cool d'avoir Damasio le plus vite possible parce que j'étais très fier de cette interview. Et l'autre, c'est qu'en plus, il sortait son bouquin le même jour que la sortie de l'épisode. Donc je me suis dit, ok, je vais chambouler un peu mon programme. J'avais normalement quelqu'un que j'étais censé sortir, une interview que j'avais fait il y a quelques semaines. Je me suis dit, let's go, on va sortir Damasio. Le dernier truc aussi, c'est que ça dépend un peu des podcasts. Il y a des podcasts sur lesquels je suis plus en flux tendu, en fait, parce que c'est compliqué pour moi d'aller chercher des invités. Notamment, je vous parlais dans le Discord d'Histoire de Mec. Histoire de Mec, on a fini par faire avec Mimi un tour assez conséquent des profils, en fait. Et pour l'instant, les profils que je reçois sont un peu des profils que j'ai déjà reçus par le passé ou qu'on a déjà reçus avec Mimi. Et donc, j'essaie d'aller chercher d'autres gens. Et d'autres gens, c'est un peu compliqué. Donc, notamment, j'aimerais bien avoir des mecs qui sortent un peu plus des mecs qu'on a déjà reçus. C'est-à-dire des mecs qui sont un peu déjà pas trop mal déconstruits, etc. Et ça, c'est pas forcément évident. Et puis ensuite, parfois, c'est que j'ai tellement de stock que je finis par ne plus travailler, ne plus aller chercher aussi régulièrement ne plus booker d'interviews, en fait, tout simplement. Donc, il m'arrive de faire fondre mon stock et après, je me déteste et je me dis, oh putain, j'ai fait fondre mon stock JPP. Donc voilà quoi. Donc voilà pour l'aspect tout simplement du stock, en tout cas de la différence. Parfois, il m'est arrivé de faire des interviews où j'avais un épisode d'Histoire de Daron que j'avais fait il y a parfois plusieurs mois. L'Histoire de Daron n'est pas très temporelle, j'en ai plusieurs en stock. J'essaie aussi de varier il y a un autre truc aussi qui est très important, c'est que j'essaie de varier les différents profils d'invités. Donc, par exemple, si pour Histoire de succès, par exemple, j'essaie d'équilibrer assez bien entre les hommes, les femmes, les différents profils, leur métier, etc. Ça, c'est autre chose aussi qui est important dans mon choix d'invité et dans mon casting, entre guillemets. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas au fur et à mesure dans le chat. Hein, je répondrai au fil de l'eau. Je crois en plus que je vais reprendre ce live pour faire un podcast. Donc les gens qui écoutent en podcast, coucou. J'espère que vous allez bien. Alors, ensuite, Evan me posait une autre question. Est-ce que des fois, tu as des invités que tu peux caser autant dans l'Histoire de Daron que dans l'Histoire de succès ou dans l'Histoire de Mec? Ben Mazué, par exemple, il aurait pu faire les trois.
Comment tu décides qui va où? Alors, là, par exemple, j'essaie vraiment de reprendre, enfin de venir décider à un moment donné où est-ce que, par exemple, Ben Mazué est le plus pertinent. À la base, Ben Mazué, moi, je l'avais déjà fait dans Histoire de succès, même si vous l'avez jamais entendu dans le podcast en tant que tel. C'est juste que j'ai déjà fait un équivalent de cette interview chez Mademoiselle, que peut-être vous avez vu, notamment sur YouTube. Mais si vous allez, je vais vous mettre le lien comme ça. Allez écouter dans mon podcast, ça me fait des écoutes en plus, c'est toujours bien. Euh, je l'avais repris d'ailleurs, j'avais repris une page. J'avais fait ça en août 2017. Je vous le mets dans le chat. Donc en gros, cet épisode-là, qui est à la base une vidéo donc sur YouTube de Mademoiselle, je l'ai repris, je l'ai mis dans mon podcast. Et c'est une interview qui est vraiment une sorte d'histoire de succès de Ben Mazué, quoi. Donc, ça c'est quelque chose. Donc, je considérais que je l'avais déjà fait avec Ben. Quand j'ai lancé Histoire de Daron, je me suis dit que ça serait intéressant de lui faire parler de ses enfants, tout simplement. Donc on a fait un épisode ensemble d'Histoire de Daron. Et là, par exemple, quand il a sorti Paradis, je me suis dit que ça serait intéressant d'avoir un peu la suite de ce qu'il avait raconté dans Histoire de Daron, surtout que son album est très tourné autour de sa nouvelle vie de père divorcé. Ceci dit, ça pourrait être un vrai truc où je pourrais faire venir des darons dans Histoire de mec. Bah, j'en ai eu quelques-uns. J'ai eu, par exemple, Emmanuel, que j'avais eu dans... Je sais pas, après, si vous suivez si dans le chat vous suivez tous les épisodes de tous mes podcasts, mais j'ai pour l'instant pris quelques invités que j'avais déjà eu dans Histoire de Daron pour les mettre ensuite dans Histoire de mec. Euh, et par exemple, j'ai eu aussi Angelo Follet que j'avais eu dans Histoire de succès, à qui j'ai demandé de faire une Histoire de mec ensemble. Cyrus North, on a fait une Histoire de mec ensemble. Et on a fait un histoire de succès il y a quelques semaines. Par exemple, Panayotis Pasco, ça c'est un petit scoop pour vous. On l'avait fait dans le Boys Club en fait à l'époque sur Mademoiselle. Et on a là maintenant fait ensemble un histoire de succès qui va sortir jeudi. Voilà. Donc voilà. Et j'ai eu aussi par exemple 2 anonymes. J'ai eu Ricky qui était venu dans Histoire de Daron. Pour venir me raconter sa vie de quinca papa, de 4 enfants, 3 filles, un mec. Et plus récemment, j'ai eu Emmanuel, que j'avais eu dans Histoire de Daron. C'est un mec qui avait énormément marqué en fait les gens de... Si vous avez jamais écouté l'Histoire de Daron d'Emmanuel, je vous invite à l'écouter. Salut Valcage, bonjour, bonjour. Donc ouais, j'essaie de tourner, voilà, j'essaie de faire tourner, mais il y a pas, disons que le truc pour moi vers lequel je vais, c'est le truc le plus évident, voilà. Euh, Par exemple, j'aimerais bien avoir Thibaut InShape dans Histoire de mec. Bien sûr, je pourrais faire un Histoire de succès avec Thibaut InShape, mais en vrai, j'ai plutôt envie de l'avoir d'abord dans Histoire de mec que dans Histoire de succès, voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Trop bien quoi, trop bien. Qu'il y a Panayotis qui vient, c'est ça? J'espère que l'interview est vraiment canon, on l'a fait hier. C'est vraiment un excellent moment. Ah, pour Thibaut InShape, ça va être plus compliqué, ouais. J'aimerais bien, mais c'est pas forcément évident. Bah ouais, j'aimerais bien l'avoir, ceci dit. Merci pour les réponses, de rien, Evan. Donc ouais, n'hésitez pas à venir à venir poser d'autres questions. Je vais les reprendre une par une maintenant. Donc moi, Edgar qui demandait, moi j'ai une question pour les podcasts. Est-ce que tu connais déjà personnellement les invités avant ou tu sais juste leur travail? D'ailleurs, acceptent-ils malgré le Covid? Alors, pour les aspects tout simplement de est-ce que je connais déjà les invités ou pas, ça va vraiment dépendre. Par exemple, ce que j'ai essayé de faire en fait, c'est d'aller chercher des invités que je connaissais déjà au début de mes podcasts. Donc par exemple, j'avais Verino et j'avais Ben Mazué, qui étaient 2 mecs que je connaissais déjà. C'était pas des bons amis, hein, mais juste on s'était captés. On avait déjà parlé de paternité et je savais déjà que on allait pouvoir avoir une question hyper intéressante. Oui, il y a une question sur le coût du matos, j'y reviendrai plus tard. Et je vais vraiment faire une question matos juste après celle-ci. Je vous promets, je fais une question matos.
parce que justement, Edgar embrayait sur avec quel micro tu enregistres. Donc, il y a des invités que je connais personnellement. Après, par exemple, Ben et Verino, c'est pas des invités que je connais super bien. Quand j'ai Cyrus, on se connaît depuis quelques années, mais en fait, on se voit on and off. On n'est pas intime, quoi. Les quelques invités intimes que j'ai pu avoir, c'est par exemple Marion Séclin, qui est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, avec qui on a partagé plein de choses. J'ai eu mon père, j'ai eu mon frère dans l'histoire de Daron. Mais sinon, en fait, il n'y a pas beaucoup de monde que je connais vraiment intimement. Après, c'est des gens que peut-être je connais, voilà, parce qu'en fait, on s'est déjà capté, on s'est déjà croisé. C'est pas forcément la même chose. Et je suis même pas sûr que ce soit plus simple de connaître la personne intimement. Par exemple, oui, j'ai eu aussi Bérangère Krief, que je connaissais depuis très longtemps. Et en fait, je suis pas sûr que ce soit plus simple de connaître intimement la personne parce que euh, je crois que tu peux très vite tomber dans le truc d'avoir une conversation entre potes, entre amis, et d'exclure un peu l'audience, quoi. Donc pour moi, c'est un exercice qui est encore plus compliqué parce que notamment quand on a fait cet épisode d'Histoire de succès avec Marion, où j'ai vraiment sorti le matos de façon un peu spontanée, tu vois, en lui disant ok, vas-y, viens, on enregistre ça, c'est trop intéressant. C'était dur en fait de vous raccrocher, enfin de raccrocher l'audience. Donc c'est un vrai truc qui a été qui simplifie pas forcément le travail. Après, la plupart des invités que j'ai eus, je les connais pas. Et je les connais pas, et voire même, je sais pas trop qui ils sont, je vois à peu près qui ils sont. Parfois, j'ai des anonymes dans l'histoire de Daron, je connais juste un bout de leur histoire. Là, par exemple, tout à l'heure, je reçois un Daron qui va venir me raconter son histoire. J'ai lu un mail, et en plus, je l'ai déjà dit à quelques reprises. Oh! Il y a Navo qui est là! Bonjour Navo! Merci pour le sub! Il régale Navo, hein. Tout ça avec l'argent de la SACEM. Ça fait plaisir! Salut Navo, j'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Enfin, on s'est vu. La dernière fois qu'on s'est vu avec Navo, c'était dans un dans un live sur Instagram. C'était très bizarre parce qu'il y avait 300 personnes qui étaient en train de nous regarder et nous on était en train de discuter comme si on s'était pas capté depuis des semaines et depuis des mois même. Et la fois d'avant, je crois que c'était vraiment, on avait fait le Boys Club aussi où c'est pareil, on s'était pas capté depuis des mois et c'est toujours un peu étrange. Euh, donc voilà pour l'aspect vraiment les invités. Euh, et quand j'ai des, oui, je disais justement juste pour rebondir là-dessus, c'est que je connais généralement ils m'envoient juste un petit mail, les darons anonymes, mais j'essaie de le lire le moins possible. Quand ils me racontent trop de choses, je le lis pas en fait parce que je préfère garder la surprise et la substantifique moelle de ce qu'ils vont me raconter. Donc ça, c'est une autre question dont on reparlera après, mais j'ai tendance à très peu préparer mes interviews. J'ai genre deux, trois trucs sur lesquels je veux aller. Et puis après, on voit quoi. On voit comment ça avance. Accepte-t-il malgré Covid? Ça, c'est une autre chose. Moi, je suis vraiment en mode, c'est vraiment à toi de me dire. On peut le faire à distance, on peut le faire de vive voix. Là, si on est reconfiné, je crois qu'on n'aura pas trop le choix. Quoique, je verrai. Peut-être que je vais réussir parce que j'ai une attestation, j'ai la possibilité de sortir. Et quoi qu'il arrive, mais je préfère faire des interviews de vive voix et de visu plutôt que par téléphone, par Zoom ou par je ne sais quel autre stratagème. Je vous montrerai des logiciels. Il y a un logiciel qui s'appelle Squadcast que j'utilise pour faire des interviews à distance. C'est plutôt pas mal foutu. Mais ça, vraiment, je laisse en fonction de l'invité, quoi. Je récupère, pardon, à quand histoire de podcast où tu interviews des podcasteurs. Eh ouais. J'ai déjà dans l'histoire de succès des podcasteurs, tu sais. J'ai notamment fait Pénélope Boeuf qui raconte un petit peu son histoire avec le podcast. C'est vraiment très cool. Lâchez vos meilleures blagues sur Bref pour que la SACEM paye Navo qui paiera un sub à Fab. Exactement. Le matos. Je vais vous parler du matos parce que c'est une question qui est revenue assez souvent.
faut vraiment. En fait, vous pourriez démarrer un podcast, et je crois que notamment c'était Navo qui avait fait ça, c'est qu'il avait inventé le fameux marché parlé qui était devenu un vrai truc, où tout simplement il marchait dans la rue en se parlant à lui-même. Alors c'est marrant parce que c'est un truc que je fais énormément aujourd'hui, parce que j'envoie des notes vocales à quelques amis très ciblés, avec qui on fait des marchés parlés sauf dans l'appartement, quoi, où simplement on marche pas. Euh, mais il y a un côté introspectif qui est complètement fou. Je l'avais découvert ça pendant le premier confinement. On a commencé à s'envoyer des notes d'abord de 2-3 minutes, parce que 3 minutes à parler dans son téléphone, ça peut paraître long, hein. Et puis ensuite, c'est monté à 5, puis à 10. Et là, maintenant, parfois, on s'envoie des notes vocales de 20 minutes quand ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas écrit. Enfin, qu'on ne s'est pas écrit, qu'on ne s'est pas envoyé une note vocale. Donc, c'est hyper intéressant, en fait, cette démarche. Donc, globalement, vous pourriez vraiment monter un podcast avec un dictaphone de téléphone portable, quoi, avec un iPhone, avec un Android, quoi. Euh, donc le matos, ça va de un dictaphone ou simplement vous avez juste une oreillette, ça marche très bien. En fait, l'oreillette et le micro de base d'Apple, ça suffit largement, quoi. Alors moi, je conseille, si vous utilisez un téléphone, je conseille juste d'utiliser un micro filaire, donc vraiment le casque de base, quoi, et pas un truc Bluetooth qui en général a tendance à un peu déconner, quoi. Donc vous pouvez vraiment démarrer de ça. Après, en fait, vous pouvez aller. Alors attendez, hop. Euh, Ce n'est pas celui-ci que je voulais vous montrer, c'était celui-là. Voilà. Euh, alors moi, ce que j'utilise, c'est ce. Alors je vais vous montrer après les différents trucs que j'utilise. Mais vous pouvez aller sur euh, un magasin de musique de base. Alors là, vous voyez, j'ai pris Stars Music, qui est un truc français, quoi, qui livre plutôt pas trop mal, quoi. C'est plutôt bien. Il y a une autre référence aussi qui s'appelle. Alors vous pouvez commander sur Amazon, mais je sais qu'il y a des gens qui sont anti-Amazon et grand bien vous en fasse. Euh, c'est juste que j'ai pu commander parfois à des boutiques pour faire un peu. Ok, je vais aller chercher une autre alternative à Amazon et de me rendre compte qu'en fait, ils merdent, quoi, tout simplement. Donc, l'un des trucs que j'ai trouvé, c'est un site qui s'appelle Thomann, qui est allemand, mais qui a un service client français vraiment cool, quoi. Euh, donc, et par exemple, il y a à la fois. Donc, ce qu'il vous faut, en fait, c'est un enregistreur. Donc, c'est soit un téléphone, soit un ordinateur, soit un enregistreur portable à part. Vous voyez là, c'est ce que j'ai aujourd'hui. Euh, Vous n'êtes pas obligé d'avoir ça, en fait. Ça, c'est plutôt l'étape d'après. Pour démarrer, vous pouvez juste, comme je vous le disais, démarrer soit avec un téléphone et avec comment dire, une oreillette de base, quoi. Si vous avez un ordinateur, vous pouvez brancher un micro USB dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que... attendez, j'ai vu passer les micros USB là tout à l'heure. Voilà. Vous pouvez brancher pour 35 balles, vous pouvez acheter un micro de ce style-là, quoi, qui sont vraiment très bien et très bons. Et en fait, ça fait largement le taf pour démarrer. Que vous branchez en USB sur votre ordinateur. Et puis après, vous pouvez enregistrer sur votre ordinateur. Ça dépend du logiciel que vous avez et tout. Mais en fait, vous pouvez enregistrer avec n'importe quel logiciel euh, de son, de traitement de son, pour tout simplement l'enregistrer enregistrer dans votre voix, quoi. Voilà. Et Navo, ouais, toi, pour le marché parlé, c'est ce que tu disais, c'est que tu as un kit oreillette de base et ça marchait très bien. Ouais, ça marchait trop bien. Et surtout, il y avait un côté marrant de. Ça capte aussi un peu le son ambiant. Donc, tu avais vraiment l'impression, quand on t'écoutait, qu'on était dans la rue avec toi, quoi. Euh, et donc ça, c'est vraiment pour le matos de base. Si vous avez juste envie de faire des interviews, par exemple, moi j'avais fait un podcast avec Louise de My Better Self, qui utilisait l'équivalent d'un micro comme ça, quoi, genre 50 balles. Et en fait, elle avait son ordinateur, elle le posait entre nous. Et en fait, le micro captait à la fois sa voix et ma voix. Et alors, certes, c'est pas idéal parce que, par exemple, je vais vous montrer après mon micro qui coûte un peu plus cher, qui coûte 100 euros.
qui est le Shure SM58. Celui-ci, en fait, les gens parlent dedans directement. Et en fait, quand tu parles dedans, forcément, le son est meilleur. Là, sur le podcast, par exemple, de Louise, comme je suis très éloigné du son, c'est un peu comme si je vous parlais comme ça, quoi. Là, forcément, le micro capte moins. Euh, il faut faire un peu attention à ça, quoi. C'est quel micro qui capte ton voisin? En fait, je sais pas quel micro capte mon voisin. Je crois que c'est juste mes micros qui captent le voisin. Et en fait, il y a c'est même pas le voisin. Je crois que c'est la radio, vraiment. Je crois pas que ce soit la radio. C'est juste, effectivement, j'en ai parlé dans le podcast avec Cyrus. C'est que dans une position très spéciale dans mon canapé, là, vous voyez, c'est là que je fais mes interviews la plupart du temps. euh, je peux capter la radio. C'est assez pénible. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, la boulange Brest, c'est que, en fait, c'est assez pénible quand le son est lointain parce que tu as tendance à vouloir, toi en tant qu'auditeur, compenser, alors que je pense que tout devrait être fait pour que ce soit simple à écouter. Euh, le plus simple possible pour les gens, quoi. En fait, que les gens aient pas à faire d'efforts pour capter ce qui est en train de se raconter et tout simplement faire un effort sur tout simplement ce qui est en train d'être dit, quoi. Je dis ça parce que effectivement, je crois que pour commencer, ces micros-là vont très bien. Et effectivement, on peut avoir un truc. Il y a aussi, en fait, tous ces micros-là qui sont genre type USB, etc. Je crois qu'ils marchent très très bien, quoi. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Vous allez sur Thomann, vous regardez les notes. En général, les mecs qui notent sur Thomann, ils sont hyper pros. Donc, ils ont tendance à avoir des avis assez tranchés et plutôt bons, quoi. Euh, donc vraiment, ça dépend après de votre budget. Mais c'est pareil, il y a le fameux Blue Yeti là, dont pas mal de podcasts ont fait la pub à un moment donné. Lui, il est intéressant parce que il a la possibilité de. Il est un peu plus cher, hein, je crois. Il coûte 150 balles. Est-ce qu'il existe encore? Ok. Où est-il? Voilà. Ah bah non, il est même encore plus cher. Il y avait un Yeti moins cher que ça, mais bref. En tout cas, sur celui-ci, il a plusieurs modes en fait. Donc il a à la fois le mode cardioïde, c'est-à-dire que il prend un peu tout l'environnement en fait. Il a le mode directionnel, c'est-à-dire que c'est plutôt des micros comme ça. En fait, avec celui-ci, si vous parlez comme ça, il va pas marcher. Il faut vraiment parler dedans, donc c'est ce qu'on appelle un micro directionnel. Euh, mais ça, si vous le souhaitez, je vous mettrai des liens dans les notes pour comprendre un peu mieux comment fonctionnent directement les micros, quoi. Euh, Tu penses qu'un seul micro pour deux invités, on peut tenir longtemps avec ça? Car j'ai fait un podcast avec un invité, ça s'est bien passé, mais je me demande si je ne ferais pas mieux de prendre deux micros séparés. En fait, ça dépend vraiment de ton budget. Si tu considères, enfin, tu vois, si tu as un anniversaire, un Noël, si tu peux te faire offrir ça, si tu as de l'argent pour t'offrir deux micros, je conseille toujours de démarrer avec deux micros. Après, si vous n'avez pas le budget, démarrer avec un micro, c'est déjà pas mal. Euh, Après, la vraie question, c'est comment tu fais pour. Enfin, tout simplement, tu sais que ton micro et ton podcast sera moins bon de base. Enfin, en tout cas, le son sera moins bon, quoi. Forcément. Voilà pour les micros USB. Après, si vous voulez passer l'étape d'après, vous pouvez aller chercher un micro, enfin un enregistreur comme j'ai moi, c'est-à-dire c'est des zooms. C'est une marque en fait. C'est pas un vrai zoom, hein. Euh, La Boulange Brest, j'ai un projet de podcast qui n'a connu qu'un numéro à cause de mon pote qui a lâché. On va en reparler juste après. Je crois que c'est un vrai truc aussi pour démarrer les podcasts. J'ai un petit conseil à vous donner là-dessus. Donc ensuite, vous pouvez aller chercher les enregistreurs numériques. Voilà. Je vais chercher du moins cher au plus cher. Voilà. Donc en gros, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez aussi démarrer avec donc pas avec un micro, mais avec un Zoom H1 qui coûte 88 euros. Donc là, en plus, il est en promo. Les
les prix d'une manière générale sur Thomann sont assez cassés en fait, donc c'est assez intéressant. Et vous pouvez démarrer avec ça et avoir un jeu où vous allez tendre le micro vers vous et tendre le micro vers la personne, quoi. Donc là, pour 88 €, vous avez un super micro. Vous avez la possibilité de venir mettre, ça on en reparlera un petit peu après, un casque pour pouvoir aussi auditer le son et vérifier le son en direct. Ça, c'est un vrai truc qui est hyper important. Et ça aussi, pour démarrer, c'est très bien. En fait, si vous avez un podcast d'interview, alors après, je ne parle pas des autres podcasts. Hein. Si vous avez un podcast de fiction, si vous avez un podcast où vous avez la sensation de juste parler face à vous, en fait, vous n'avez pas besoin. Vous prenez juste un micro et c'est très bien. Mais si vous avez un podcast d'interview, en fait, vous pouvez juste utiliser le Zoom H1N et vous jouez comme ça entre votre invité et vous, en fait, tout simplement. Il faut juste, c'est un peu chiant en ce moment parce qu'il ne faut pas être trop loin, donc il faut tendre le bras. Mais globalement, ça peut déjà pas mal travailler, quoi. Enfin, ça peut déjà pas mal travailler. Ça peut déjà être pas mal. Après, vous pouvez aller chercher donc le modèle d'après. Donc là, vous voyez le Zoom H2, il a encore le micro qui est intégré. Et ensuite, vous pouvez aller chercher ce modèle-là qui coûte 200 balles, qui est ce qu'on a toujours, nous, utilisé chez Mademoiselle, etc., où il y a 2 prises. Alors, vous avez à la fois, vous voyez là, des micros en haut, qui est un micro d'ambiance, donc vous pouvez utiliser également. Mais vous avez aussi, sur son cul, comme vous le voyez, 2 prises, qui sont des prises, comme je vous montre là, qui sont des prises XLR. Les prises XLR, c'est des prises professionnelles, tout simplement. Vous pouvez aussi, si vous avez un micro avec une prise jack, mettre directement une prise jack dedans. Mais les micros XLR, c'est vraiment les prises professionnelles, on va dire. Donc il faut acheter un petit câble, ça coûte, je sais pas, 5-10 balles. Et vous avez cette connectique-là que vous allez venir mettre là-dedans. Et en fait, à l'autre bout, vous allez pouvoir venir mettre directement un micro professionnel. Donc celui-ci, par exemple, c'est exactement le même taf. Hein. Vous voyez, je ne sais pas si vous le voyez, mais si, il y a une connectique là. Et en fait, plutôt que de le mettre au bout de ce bras, tout simplement, je pourrais le mettre sur un pied et parler directement dedans. Ça serait exactement la même chose. Ceci dit, je vous invite aussi, si ça vous intéresse, à avoir un pied. Vous pouvez mettre un pied, comme ça coûte quelques dizaines d'euros celui-ci, pour que les gens puissent avoir la possibilité de parler directement dedans. Moi, je vous invite vraiment à donner le micro aux gens et à les inciter à faire attention, quitte à venir les reprendre quand ils parlent de trop loin. Mais c'est une possibilité aussi d'avoir un pied. Donc tout ça pour vous dire que effectivement, vous avez la possibilité après de rentrer, de connecter directement. Et alors celui-ci là, le H4, vous pouvez y mettre 2 entrées, donc vous pouvez y mettre 2 micros. Moi je me suis dit en fait tant qu'à faire, autant acheter une entrée 4 micros et qui coûte un peu plus cher, il coûte 300 €. Donc pour 100 € de plus, vous avez la possibilité d'avoir directement 4 entrées. Et de pouvoir venir rentrer 4 micros, quoi. Donc après, il faut avoir les 4 micros, hein, donc il faut acheter 4 micros. Moi, j'en ai 3 pour l'instant. J'en ai pas encore acheté de 4e parce que j'en ai pas eu besoin. Mais c'est une possibilité, quoi. Je reprends vos trucs. Je vous mettrai je vous mettrai, si vous voulez, toutes les références dont j'ai parlé, quoi. À quel point la post-prod peut-elle impacter la qualité du son? Alors ça, c'est autre chose, mais en fait, la post-prod, si vous avez un son de merde, vous aurez toujours un son de merde, même avec les meilleurs plugins, quoi. Si vous avez le pire son du monde, ça va être vraiment très compliqué. Vous allez pouvoir récupérer le mieux possible, et encore, ça nécessite du taf. Mais vraiment, en fait, je vous invite d'abord, avant tout, à avoir le meilleur son possible à la prise de son, quoi, tout simplement. Moi, j'ai un Blue Yeti Nano et je suis plutôt content, bien que je n'ai fait qu'un épisode pour l'instant. Alors ça, on va en parler, de lancer son podcast avec juste un épisode. C'est un vrai sujet.
Le son, c'est hyper important, presque plus que le fond du podcast. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, pas presque plus que le fond du podcast, même si je comprends ce que tu veux dire. Mais en fait, pour moi, le son est plus important le son est plus important d'une manière générale que l'image, que quoi que vous fassiez. En fait, les gens, ils écoutent d'abord. Et ensuite, alors d'autant plus sur un podcast, mais même sur une vidéo YouTube, il faut avoir le meilleur son possible. Ça ne sert strictement à rien d'avoir la meilleure image du monde et d'avoir un son tout pourri, quoi. Ça n'a vraiment aucun intérêt. Salut Pierto. Le mec, il arrive, il fait sa pub. Très bien. Ce dont je voulais vous parler aussi, c'est... donc là, on a fait un peu le tour du matos. Vous avez besoin, bien sûr, pour cet enregistreur, il fonctionne avec... putain, je n'ai pas d'ongle. Ah bah, il est là. Vous avez besoin d'avoir une carte SD, tout simplement, que vous allez venir insérer dedans, et en fait, ça va vous servir tout simplement d'enregistreur, quoi. Donc ça, en vrai, vraiment, hein, pour avoir un son de la qualité de ce que j'ai moi, c'est-à-dire que pour moi, vraiment, mon son, alors il n'est pas broadcast radio, hein, vraiment, parce que si vous mettez un ingé son de Radio France, il va avoir un peu la paupière qui tremble quand il écoutera mon son. Mais en vrai, pour avoir un podcast avec une bonne qualité, il suffit d'avoir un micro comme ça qui est un Shure SM58. Vous achetez une petite bonnette en plus. Ça coûte 100 balles. Donc ça, je vous disais, vous pouvez... Alors ça, si vous n'avez pas besoin d'avoir 4 pistes, vous pouvez en trouver un 200 balles. Et un câble, ça coûte 5 euros. Donc en gros, pour 300 euros, vous avez un micro et un enregistreur que vous pouvez balader partout. Si vous faites un podcast interview, il vaut mieux en avoir 2. Donc ça vous fait, pour 400 euros, vous avez l'équivalent d'un matos quasiment professionnel, quoi. Donc ça coûte pas, même si c'est une somme, bien sûr, quand on démarre. Mais en gros, si vous voulez en faire vraiment votre passion, ça coûte pas très cher, quoi. C'est pas ok, il faut que tu achètes une caméra Canon ou je sais pas quoi. Une caméra Canon, c'est tout de suite 3000 euros si vous voulez un objectif un peu cool, quoi. Le truc, c'est qu'on reste pas fixe pour écouter un podcast. En général, on fait d'autres choses. Donc, si le son est pourri, on n'est pas assez dedans. Je suis tout à fait d'accord avec toi. La boulange. Sur les films et les vidéos, on dit que le son fait 50% du taf. Un son pourri sur YouTube, tu sapes instant. Mais exactement. Salut Foncé, bonne journée. Salut Lucilou, bienvenue. Ok, est-ce qu'il y avait d'autres questions à propos du matériel? Je ne crois pas, hein. En tout cas, là, moi, j'ai la sensation que ça fait déjà pas mal le taf. Et vraiment, vous avez avec ça du matos de bonne qualité, quoi. C'est vraiment cool. Et effectivement, vous n'avez pas besoin. Pour le montage vidéo, pour le montage audio, tu n'utilises pas de lave pour tes interviews. Je sais pas ce que c'est. Lucille, tu n'as pas encore loupé ta question sur le buzz. Pour le montage audio, effectivement, alors moi je n'utilise pas Audacity, mais c'est le logiciel de référence pour tout le monde. Moi je m'étais acheté une licence de Final Cut Pro pour pouvoir monter de la vidéo. Et donc aujourd'hui, ce que je fais tout simplement, c'est que je monte mes podcasts sur Final Cut. Ça marche très bien. Bon, après c'est cher, hein, tu vois, Final Cut, t'es pas obligé de t'acheter Final Cut. Effectivement, Audacity, moi j'ai jamais réussi à rentrer dedans, mais tous les gens qui montent sur PC, ils démarrent à un moment donné avec Audacity et ça fait le taf. En fait, c'est très très bien. Pro Tools, c'est encore un autre niveau, je crois. Pro Tools, c'est vraiment très 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 balèze. Donc des micro-lavaliers, des micro-cravates. Non, pas du tout. Les micro-cravates, je les ai utilisés pour YouTube. À l'époque où on faisait des vidéos, des interviews en vidéo. Mais c'est pareil, en fait, les micro-cravates, ils ont tendance à capter tout le son environnant. Je préfère largement avoir un micro comme ça. Je vous ai pas aussi parlé de matos. Je vous ai pas parlé sur l'aspect matos. Je vous ai pas parlé d'acheter un casque qui est très important parce qu'en fait,
coller directement votre casque sur l'enregistreur. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Je crois que vous pouvez le faire aussi si vous enregistrez directement sur votre ordinateur. Vous pouvez checker le son. Et en fait, ça permet de voir si tout simplement le son passe. Il faut juste, et notamment avec ces enregistreurs-là, faire très attention parce que en fait, vous entendez le son, même si ça n'enregistre pas. Donc c'est un vrai sujet, quoi. Donc faut faire gaffe à ça. Moi, ce que je vais faire là, c'est que j'ai commandé un autre casque pour tout simplement pour pouvoir mettre avec un petit, je l'ai pas là, mais avec un petit duplicateur qui coûte genre 5 ou 10 balles. Vous mettez votre invité aussi directement dans le casque. Comme ça, en fait, ça fait une forme de cocon. C'est plutôt pas mal. C'est pas gênant le retour casque. Quand tu fais des interviews, c'est vraiment un pli à prendre. Moi, aujourd'hui, je ne pourrais plus faire sans parce que, effectivement, tu entends ta propre voix. Mais en fait, avec ce Zoom, par exemple, tu peux... moi, je garde juste la voix de l'invité, quoi. Comme ça permet de pouvoir... en tout cas, dans une oreille. Et dans l'autre oreille, j'ai ma voix. Ça permet de pouvoir avoir un autre... de pouvoir avoir le son directement, quoi. Balancez le nom de vos projets sur Discord. Je suis d'accord avec toi. J'ai interviewé Benoît Hamon sur le revenu universel pour ma classe de français il y a 3 mois, si ça t'intéresse. La classe. Donc ouais, de quoi on a parlé tout à l'heure? On a parlé de lancer un podcast. Je vais noter les trucs. Alors, l'un des trucs dont je voulais vous parler avant de lancer un podcast, et c'est pour toi, la boulange, Nico, c'est ça? C'est que... je vous invite vraiment, l'un des conseils que je donne à tous les gens qui veulent lancer un podcast, c'est d'enregistrer entre 3 et 5 épisodes avant de le lancer. Parce qu'en fait, c'est finalement assez simple, entre guillemets, techniquement, de lancer un podcast. Le truc que je vous invite à faire vraiment, c'est de vous dire, OK, en fait, je vais enregistrer entre 3 et 5 podcasts avant de le lancer. Parce que déjà, en fait, c'est pas le fait, c'est un peu comme un enfant. C'est facile, entre guillemets, en tout cas, je vous le souhaite, de faire un enfant. Ce qui est vraiment dur après, c'est de réussir à tenir le coup et d'en faire un enfant bien. Voilà. Et ben, c'est pareil pour le podcast. C'est compliqué de tenir le cap et de tenir le coup on va dire, dans la périodicité que vous aurez choisi. C'est très très simple d'en lancer un. Vous pouvez faire un épisode, peut-être 2 épisodes, le lancer. Aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de pouvoir les mettre sur Apple Podcast assez rapidement, de pouvoir les mettre sur Spotify assez rapidement. Il y a des hébergeurs, on en reparlera un petit peu après, mais vous avez notamment l'hébergeur gratuit qui est le plus accessible quelque part, c'est Ocha, si je ne me trompe pas. Après, vous avez aussi Pipa. Pipa.io. Et en gros, donc Pipa a été racheté par Acast, qui est mon hébergeur actuel, mais qui est plutôt un hébergeur, on va dire, qui est dédié aux professionnels. Je ne sais pas à quel point OpenAcast, qui est un peu l'équivalent de l'hébergeur amateur, en fait, est ouvert à tout le monde ou pas. En revanche, vous avez Ocha aussi, qui est simple, qui permet de pouvoir démarrer. Si j'ai bien compris, ils ont des tarifs maintenant. Ok, je savais pas. Ça coûte quand même 11 balles par mois. Hein. Et je vous avoue que si vous avez un hébergeur gratuit sous la main, je suis assez preneur. Et après, vous pouvez le mettre sur SoundCloud, mais c'est pareil, SoundCloud, vous pouvez mettre 5 épisodes aujourd'hui, sinon il faut payer. Enfin bon, bref, c'est assez compliqué. Navo qui dit d'accord avec ce conseil, je pense qu'il faut les mettre en bêta auprès de proches pour le faire évoluer pendant les 4 ou 5 premiers. Ça c'est clair, ouais, je suis 1000 fois d'accord avec toi. Il faut le faire écouter à un maximum de gens pour avoir un maximum de retours la plupart du temps.
espérons différents, et pour pouvoir, déjà en fait, en 5 épisodes, si vous faites par exemple un podcast interview, en l'espace de 5 interviews, vous allez vraiment vous améliorer, parce que le premier, on tâtonne, le deuxième, on se rend compte des erreurs qu'on a pu faire, donc on les machine, et en fait, au fur et à mesure, on vient de mieux en mieux, tout simplement, et on finit par trouver son ton aussi et sa voix. Et je crois que c'est un vrai truc qui est hyper important, notamment dans les podcasts d'interview, quoi. Euh, Ok. C'est pas grave en fait d'avoir honte de ces projets. Là, je vois Edgar, tu dis on mettra nos projets en précisant qu'on en a un peu honte maintenant. En vrai, si vous retrouvez, je vais vous montrer si vous voulez. Je crois que je l'ai déjà fait, mais je vais vous montrer ma première interview, enfin ma première interview ma première interview sur Dailymotion. Vous allez entendre ma voix. Je conseille aussi de faire un premier épisode pour voir où il est clair que l'invité qui est une amie est OK pour qu'on le jette à la poubelle. J'ai été cette amie. Mais je suis... ouais, tout à fait. Je disais notamment de le démarrer, avec des gens que vous connaissez. Je crois que c'est vraiment le truc qui est le plus simple à faire, quoi. Je vais vous montrer cette interview. Vous allez entendre ma voix. Je vais pas me déguiser en clown pour illustrer Al Killer quand même. Voilà, donc c'est juste un faciès de comédien. Ouais. Comédienne. Cette voix. Bon, et Soko, ça vient d'où en fait? Soko, c'est le début de mon nom. C'est Sokolinski. Et en fait, on m'appelle Soko depuis que je suis petite, je crois. C'est mon prof de maths qui a commencé à m'appeler Soko en 6e. Après, j'ai commencé à faire de la musique avec mon petit frère. Ouais. Comme on s'appelait Soko tous les deux, on a dit on va s'appeler The Sokos. Et puis après, j'ai fait avec Thomas et il a dit bon, on n'a qu'à juste garder Soko. Donc voilà. Alors aujourd'hui en fait tu es auteur, compositeur, interprète pour Soko. Alors je t'ai passé un petit coup de fil pour préparer l'interview. Et quand je t'ai demandé si tu avais des loisirs... Non mais cette voix. Et en fait, là par exemple, pour vous redire à quel point je crois que c'est super important juste de faire, c'est que j'ai une caméra, j'ai un caméscope quoi, tout simplement, avec un petit micro canon que j'avais trouvé genre à 60 balles à la Fnac. Et je m'étais lancé dans mes premières interviews comme ça. J'avais quel âge en 2007? J'avais 30 ans. Voilà. Voilà. Et j'ai l'impression que j'ai une voix que... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir 12 ans quoi, sur cette voix. Donc oui, effectivement, avant de lancer votre podcast, vraiment enregistrez plusieurs épisodes d'affilée. Comme le disait Navo... faites un premier épisode avec un pote où peut-être cet épisode va partir à la poubelle et c'est pas très grave. Donc voilà, c'est des vrais sujets. Ça, je crois que c'est un poil trop facile aujourd'hui de lancer son podcast et c'est vraiment génial par plein d'aspects. Mais je crois que c'est très dur de se rendre compte à quel point, avant de l'avoir fait, à quel point c'est surtout dur de tenir dans le temps, quoi. C'est un vrai truc. Voilà. De quoi je voulais vous parler d'autre? Bougez pas, je vais rechercher la liste de questions de Pierre. Comment tu décides qui inviter pour tes podcasts? Est-ce que tu as un process ou c'est plutôt au feeling? Alors, ça c'est un vrai sujet parce que le casting c'est un vrai truc. Alors surtout dans les podcasts d'interview. Encore une fois, je vais beaucoup parler de podcasts d'interview parce que quoi qu'il arrive, c'est mon dada, quoi. Mais ouais, pour les podcasts d'interview, moi je conseille d'aller chercher des gens que vous avez envie d'interviewer, quoi. Je crois que c'est encore le truc le plus simple à faire parce que tout simplement, je crois qu'il y a un truc dans le podcast qui est une forme de proximité. Et si vous n'arrivez pas à avoir cette proximité avec la personne, ça va donner des interviews un peu plates, quoi. Donc, d'une manière générale, oui, c'est moi qui décide. De toute façon, c'est moi qui décide parce que je suis le patron, quoi. Après, ça va dépendre des histoires. Donc, j'essaie vraiment d'avoir des profils les plus variés possibles, comme je le disais tout à l'heure. Et par exemple, pour Histoire de Daron, j'essaie de pouvoir avoir toutes les histoires représentées. Après, il y a un autre truc, c'est que j'ai tendance à faire aussi en fonction de ce que les gens m'envoient comme témoignage. Par exemple, il y a une personne qui me disait bah, t'as pas beaucoup de pères racisés, quoi. Et je lui disais oui, c'est vrai, j'ai pas de pères racisés, mais en fait, les quelques-uns que j'ai, vraiment, je fais en sorte de les interviewer. Mais j'ai du mal à
c'est dur en fait, notamment pour Histoire de Daron, on va parler de parentalité, enfin de trucs assez personnels. C'est dur d'aller chercher des gens qui n'ont pas forcément envie de parler, quoi. Donc ça c'est un autre sujet qui est important aussi, c'est d'aller chercher des gens qui ont tendance à enfin, notamment je crois qu'il y a un peu un cercle vertueux qui se met à un moment donné, c'est que plus tu as un podcast qui marche, plus tu vas avoir de gens qui vont avoir envie d'y passer, tout simplement. Je crois que c'est hyper important de faire en sorte d'avoir les profils les plus variés possibles, quoi. Enfin, en tout cas, c'est mon créneau, quoi. Mais j'ai pas vraiment un process, je crois. J'ai pas vraiment un process. Après, si pour faire en sorte de démarcher les gens, là j'ai un process. C'est-à-dire que j'ai un texte qui est déjà tout fait ou presque, que je personnalise bien sûr en fonction. Je vais vous la montrer, mais j'ai une présentation sur Notion. Où est-ce qu'il est? Bougez pas, je vais vous montrer mon. J'ai fait un petit doc en fait. J'ai fait un petit doc. Voilà, donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit doc sur. Hop, hop. Pardon, je range ma table, mon bureau. J'ai fait un petit doc sur Notion. Après, ça peut être sur Google Drive. Enfin, vraiment, vous le faites où vous voulez. Que j'envoie aux gens, en fait. Donc, en général, j'ai tendance à venir mettre les infos directement dans le mail. Et puis, en tout cas, les infos principales, genre qui je suis, d'où je viens. Forcément, de venir dire que j'ai fait Mademoiselle, c'est un truc. De venir présenter ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais des podcasts. Je fais 3 podcasts qui s'appellent Histoire de Daron. Je raconte un petit peu ce que ça fait. Histoire de succès, je raconte ce que ça fait. Et après, je rentre directement dans le vif du sujet. Ce que je fais, en fait, c'est qu'à ce stade-là, en général, à peu près à voilà mes podcasts, je voudrais interviewer telle personne ou je voudrais t'interviewer toi parce que je trouve que tu serais complètement bien dedans. Pour info, j'ai déjà eu plusieurs invités. Je crois que le truc important aussi, c'est venir dire les invités que j'ai pu avoir. Donc là, je viens raconter que j'ai eu Denis Brognard, Bérangère Krief, Hakim, Riyad Satouf, Norman, Kian, etc. Donc de montrer aussi un petit peu l'éventail des gens que j'ai pu avoir. Je donne quelques détails techniques du genre, voilà de quoi j'ai besoin de 1h15, 1h30, je peux me déplacer partout dans Paris, et puis je donne des chiffres aussi, parce que c'est important, les gens ils aiment bien avoir des chiffres. Alors c'est d'autant plus simple quand tu as des bons chiffres, mais c'est un truc qui est important. Ça en revanche c'est hyper processé, quoi. Vraiment c'est un truc où j'ai aussi dans mon Gmail comment dire, j'ai dans ma boîte mail en fait, j'ai tagué l'intégralité des interviews. J'ai un tableau que je peux vous montrer très rapidement, même si j'ai peur de vous spoiler des trucs. Mais en gros, j'ai un tableur où je viens dire les invités que je veux avoir, par qui je peux les contacter parfois, où est-ce que j'en suis. Donc j'ai un code couleur aussi où c'est en gros, voilà, ça c'est un mail à envoyer. J'ai un code couleur pour un mail à envoyer sans réponse. J'ai un code couleur pour rendez-vous à caler. J'ai un code couleur pour rendez-vous calé. J'ai un code couleur pour ok, ce podcast est enregistré désormais. Et j'ai un code couleur pour diffuser. Comme ça permet de pouvoir voir aussi le nombre de podcasts que j'ai enregistrés et qui sont pas encore diffusés, que j'ai sous la main, quoi. Parce que par exemple l'autre jour je me suis fait un énorme stress tout seul comme un andouille parce que j'avais complètement oublié que j'avais une interview en rab, et j'étais sous ma douche et je me suis dit putain, mais j'ai pas d'interview pour lundi prochain, mais qu'est-ce que c'est? Et vraiment alors que j'en avais pas dans les tuyaux et tout. Là au moins ça me permet de pouvoir savoir, parce que là parfois je m'embrouille un peu je m'en mêle un peu les pinceaux, quoi. Voilà pour l'aspect process et interview. Tout. Penses-tu qu'il faille absolument connaître personnellement les invités avant, ou avec un inconnu ça peut marcher et être bien?
Et puis, non, faut pas connaître tes invités, heureusement. Enfin, en fait, sauf si tu démarres. Je crois que si tu démarres, c'est cool d'avoir un invité. Mais tu peux pas faire que tes potes, quoi. Tu vois, il y a un moment donné où vraiment ça va devenir restreint. Euh, et puis surtout, je crois que c'est hyper important d'un moment donné de sortir. L'un des trucs que j'ai essayé de faire, notamment avec Histoire de succès, c'est de sortir un petit peu de mon cercle de gens et d'aller chercher des gens que je connaissais pas ou qui ne me connaissaient pas, tout simplement. D'aller chercher des autres circuits de relations presse, par exemple, parce que c'est aussi un truc que je fais beaucoup, c'est que je passe par des attachés de presse qui me mettent en contact après avec leurs clients. Mais c'est pareil, en fait, une fois que tu as un circuit qui a tendance que tu connais, ils finissent par te donner les mêmes artistes que tout le monde, etc. Donc il faut à un moment donné réussir à sortir aussi de ça, quoi. Mon bon Navo, je trouve que tu es un excellent intervieweur. Merci, ça fait plaisir. J'ai beaucoup travaillé. Ça fait 15 ans que j'en fais, tu te rends compte? Tu poses des questions qu'une auditorice se pose pendant l'interview et tu arrives en parallèle à obtenir des réponses qu'on n'entend pas ailleurs. Quelle est ta démarche au moment de préparer l'interview et quels sont tes conseils pour bien rebondir pendant? Ah, ça c'est une super question. Alors, je prépare, et ça c'est pas forcément un conseil que je donne à tout le monde, hein, mais je prépare très peu aujourd'hui mes interviews. Je les prépare le moins possible. Je viens avec pas de feuille. Vraiment, je n'ai pas de feuille en face de moi. Si je suis un poil stressouille, comme par exemple j'ai pu l'être avec Damasio, parce que c'est un mec que je connaissais peu et que pour le coup j'ai pas mal taffé, je me mets une note dans mon téléphone et je révise entre guillemets avant de démarrer, mais vraiment ma note après je la dégage. Je veux plus la voir. Donc vraiment, je prépare le moins possible et je crois qu'aujourd'hui, je peux me permettre de préparer le moins possible parce que j'en ai fait énormément. C'est pas du tout un conseil que je donnerais aux débutants, aux intervieweurs débutants, mais il y a autre chose aussi, c'est que comment expliquer ça? Il y a autre chose aussi qui est hyper important, c'est que je crois qu'il faut prendre conscience, pardon, de à quel point c'est compliqué pour quelqu'un d'interviewé d'être interviewé. Et toi, tu es là avec ta fiche, tes notes, tu as déjà préparé ton interview, etc. Tu sais exactement ce que tu vas poser comme question. Et la personne en face, elle ne sait pas, elle ne sait rien. Enfin, sauf parfois, il y a des intervieweurs qui envoient les questions en avance. Mais ça, quelque part, moi, c'est un truc que je ne ferais pas non plus. Je vais juste dire à la personne en face, en fait... je vais pas te cuisiner, je vais pas te foutre sur le grill. Moi, je suis pas Voici, ça m'intéresse pas d'aller chercher des scoops que personne n'a, ou en tout cas qui vont te mettre mal à l'aise. Ça m'intéresse d'aller chercher comme tu le disais, Navo, des trucs, obtenir des réponses qu'on n'entend pas ailleurs, mais je vais pas aller te les soutirer, quoi. Si t'as pas envie de me le dire, je vais respecter ça, quoi. Et surtout, l'autre truc que je dis, c'est que j'ai tendance à dire à mes invités, en fait, si pendant l'interview tu te rends compte qu'il y a un truc que tu n'as pas envie de dire, ou même après, tu m'envoies un message ou tu le dis sur le moment, en fait, je vais couper, c'est pas un souci, quoi. Ça m'intéresse pas de prendre mes invités en otage. Je ne fais pas mes podcasts pour ça, quoi. Ça peut être un truc, hein, pour des gens qui ont envie d'avoir des scoops, quoi. Mais moi, j'ai pas envie de faire ces interviews-là et ce métier-là au détriment de mes invités, quoi. Donc ça, c'est hyper important. Et je leur dis, et je le dis à tout le monde, et je le dis d'autant plus que, bizarrement, les gens qui ne sont jamais passés au micro, enfin, je le dis d'autant plus, pardon, je le dis d'autant plus aux gens qui ne sont jamais passés au micro, parce que ils ont peur, ils savent pas faire, c'est pas un truc qu'ils savent faire. Donc vraiment, je leur dis, ok, moi ce que je veux, et notamment à mes darons, je leur dis, moi ce que je veux, c'est qu'à la fin de ton interview, tu sois heureux de cette interview et que tu puisses la partager à tes enfants, à ta femme, à ton bref, aux gens autour de toi, à ta famille. Et je crois que ça leur fait beaucoup de bien. Et surtout, parfois, il y en a qui viennent et qui disent « Qu'est-ce qu'il faut que je prépare ?» Je leur dis « Mais prépare rien, en fait. Viens juste avec ton histoire et t'inquiète, je vais m'occuper de tout, quoi. » Les gens ont peut-être l'impression qu'il faut à tout prix qu'ils viennent et qu'ils ont quasiment préparé l'interview. Non, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je vais te prendre par la main et je vais t'amener à venir raconter ton histoire. Ça, c'est ça que je sais faire. Est-ce qu'il y avait autre chose que j'avais à ajouter? Oui, donc vraiment, moi je viens
le plus possible à poil par rapport à la personne qui, elle, est aussi à poil. C'est-à-dire qu'elle ne sait pas comment tu vas la cuisiner. Et moi, à la limite, il y a des trucs, j'ai à peu près 2-3 points vers lesquels je veux aller, mais sinon, je ne sais pas. Je me laisse surprendre par ce que les gens vont me raconter. Je crois que c'est un autre, ça fait partie aussi des conseils pour bien rebondir, c'est que l'une des erreurs que tu fais en général quand tu débutes, c'est que tu es tellement stressé par la question que tu vas poser après que tu n'es plus en écoute de la personne. Tu es juste en train de te dire « Oh putain, j'ai ça qu'il faut que je pose après » ou ma question d'après c'est quoi déjà, qu'est-ce que c'est, je ne sais pas, bref. Et ça, en général, ça donne pas des bonnes interviews parce que la personne, elle est juste en face en train de débiter son truc et toi, tu es juste en train de te dire « Ok, c'est quoi la question d'après ?» Alors que pour moi, une bonne interview, c'est une interview où tu vas juste écouter la personne qui est en train de raconter son histoire et tu vas venir prendre à un moment donné un truc en disant « Ok, tu as dit ça là tout à l'heure, mais j'aimerais bien que tu m'expliques un petit peu ce que ça veut dire par rapport à tel sujet. » Après, il y a un autre truc aussi, c'est qu'il faut accepter de ce fait-là d'avoir des trous et de se mettre en vulnérabilité par rapport à ça, en vulnérabilité totale. Il arrive que j'ai des trous de 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et en fait, je suis en face de la personne et je lui dis putain, je suis désolé, je voulais rebondir sur un truc, mais en vrai, je sais pas, je sais plus. Et c'est pas grave, en fait, parce que la personne, je crois qu'elle est très heureuse d'avoir en face d'elle une personne qui est juste à l'écoute et qui est en train de bugger, mais tout comme je pourrais être en train de bugger si on était en train d'avoir une discussion autour d'un café et qu'il n'y ait pas de micro, quoi. Ça, je crois que c'est un autre truc aussi qui est très important. Et les gens, en fait, j'ai remarqué qu'en fait, les gens avaient tendance à accepter largement plus facilement que je bug et que je me dise putain, je sais plus ce que je veux dire. À partir du moment où j'ai pas de notes. J'ai tendance à couper ces moments-là, non pas parce qu'ils sont pas intéressants, notamment parce que je trouve que de dire ça c'est intéressant, mais parce qu'en fait c'est pas très intéressant, c'est mon bug à moi, mais simplement sur le moment c'est un vrai truc qui se passe, quoi. Et ça je trouve que ça fait partie des choses sur lesquelles qui sont importants et voilà, c'est ma patte, c'est la patte que j'ai développée avec les années. Et autre chose aussi, les conseils pour bien rebondir. Je crois que l'un des trucs que j'ai appris à faire, c'est que je crois qu'avant j'avais peur de rebondir. Et c'est un peu ce que je vois chez les gens qui démarrent les podcasts et qui ont tendance à se lancer, c'est qu'ils sentent un truc et qu'en fait ils osent pas. Moi je préfère oser, me planter, quitte à couper après, tu vois, ou à le laisser, parce que parfois peut-être que ça peut être intéressant de me planter. Par exemple, je crois qu'hier j'ai confondu un projet que Panayotis avait fait avec quelqu'un d'autre, et en fait je lui dis ah merde, je suis désolé, je bug, quoi. Et lui me dit mais t'inquiète pas, ça va. Bon, il se passe rien après cette discussion-là, donc en fait en vrai je vais le couper. Si ça avait amené à autre chose, je l'aurais laissé dans l'interview, en fait, parce que moi ça me dérange pas de me planter, c'est pas grave. Donc voilà, je crois que le vrai truc après c'est de finir par te dire ok, j'ai ce truc là et je sens qu'il va me dire un truc, je vais faire en sorte de pas avoir peur de lui demander, parce qu'en fait les gens ils savent que quoi qu'il arrive je leur veux pas du mal, quoi. Je crois que c'est ça aussi le vrai truc, c'est que parfois il m'arrive d'avoir peur de rebondir sur un truc et je prends plein de pincettes de ce fait-là et je dis ok, alors je suis désolé, peut-être que c'est complètement maladroit, mais je vais te demander ça. Ça en revanche je le laisse parce que ça prouve aussi un petit peu l'état d'esprit dans lequel je suis par rapport à mes invités, quoi. Et parce que je pense qu'il y a un moment donné où si j'ai une question con, je crois que c'est important d'avoir une question con, voilà. L'un des trucs que j'ai pas fait par exemple hier, c'est que donc j'étais avec Panayotis et il m'a parlé de 2 potes à lui et j'étais tellement dans le flux de mon interview que je lui ai pas demandé qui c'était. Et je ne sais pas qui c'est, je ne sais toujours pas qui c'est, voilà. Et je crois que de ce fait-là, mes invités ne sauront pas qui c'est. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce que je viens le rajouter en mode post-prod? C'est peut-être un truc que je vais faire avant de le sortir demain, quoi. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Je vais redescendre le chat. Bonjour Léo, bonjour. Est-ce que tu sais d'où vient cette passion pour l'interview? Oh là là, Navo, il pose vraiment des questions qui régalent. Je crois que je suis curieux.
Voilà, je suis curieux des gens, je suis curieux de la façon dont les gens fonctionnent. J'ai grandi pendant très longtemps. Mes parents me disaient que c'était pas beau d'être curieux, c'était pas beau de poser des questions, alors que moi, en fait, je crois que j'ai posé des questions toute ma vie. J'ai posé des questions aux gens. Et j'ai un peu grandi avec ce truc de la curiosité est un vilain défaut. Et effectivement, en fait, tu peux avoir de la curiosité malsaine qui peut exister, mais d'une manière générale, moi, je trouve que c'est une vraie qualité d'être curieux. Donc je crois que ça vient de là, cette passion pour l'interview, et d'une manière générale, ça ne s'arrête pas qu'aux interviews, c'est-à-dire que les entretiens de recrutement, je trouvais ça génial. À partir du moment où je commençais à avoir quelqu'un qui m'intéressait, avec qui j'avais envie de travailler, j'ai envie de connaître son histoire, quoi, vraiment. Euh, il y a possibilité d'envoyer ça, le mail type sur le Discord ou pas? Ah oui, oui, je pourrais le faire. Il faudra juste me le repréciser si tu veux, avec grand plaisir. Je pourrais le mettre dans le Discord. Est-ce que tu avais une formation journaliste ou quelque chose avant, ou vraiment tu t'es lancé en autodidacte? En fait, j'ai eu une formation de communication plus généraliste. euh, et, et en fait, c'est une formation qui s'appelle IUP Infocom, Information Communication, qui n'existe plus trop maintenant, je pense, et qui amène à faire plein de choses. Donc, tu avais notamment des cours de journalisme dedans, mais c'était pas le truc, quoi. Après, je crois que de toute façon, le journalisme, c'est un métier qui s'apprend aussi beaucoup sur le terrain. Effectivement, il y a des écoles de journalisme, etc. Mais t'es pas obligé de faire une école de journalisme pour devenir un bon journaliste. Il faut surtout faire le taf, travailler, te trouver des mentors et te planter. Enfin bon, bref, c'est un métier comme un autre, quoi. D'une manière générale, je crois que les écoles de journalisme comme le SJ vont plutôt t'ouvrir des réseaux et te filer des stages dans des journaux qui vont être intéressants, etc. Et le métier, effectivement, tu vas avoir des profs qui vont t'apprendre plein de choses, mais c'est avant tout, je crois, un métier de terrain, quoi. Edgar, j'avais aucune. Effectivement, donc, ouais, la boulange avec 3 podcasts, il faut une organisation, ça c'est sûr. Edgar, j'avais aucune feuille, je me suis bien fait caca dessus. Bah, c'est un peu. C'est cool. Quand t'as Ricard, je viens à poil. Voilà pourquoi c'est de l'audio, on a bien compris. Ouais, effectivement, c'est. Non. Il y a autre chose aussi, c'est que. Mais je crois que j'en avais déjà parlé dans un live. L'un des trucs qui m'intéresse aussi dans le podcast, c'est que c'est que de l'audio. Et il y a pas de vidéo, il n'y a pas de troisième œil, en fait. Il y a pas de. L'un des trucs qui m'emmerdait quelque part avec les vidéos YouTube qu'on pouvait faire, les interviews sur YouTube, c'est que quand tu te retrouves avec des gens, à avoir une discussion et d'avoir envie d'avoir une discussion comme on a là, vous et moi. En gros, moi, j'ai ça avec les gens. Moi, je veux les regarder dans les yeux, quoi, tu vois. Le problème, c'est que dès qu'il y a une caméra, ça amène un troisième œil sur l'interview. Il peut même y avoir des comédiens qui vont parler directement à la caméra plutôt que de me parler à moi, qui vont s'adresser directement à l'auditeur ou au spectateur. Et en fait, ça me gonfle parce que ça fait sortir du truc. Euh, et donc, je crois qu'il y a un truc très sain avec l'audio. Je vois qu'il y a plein de podcasteurs là qui se lancent de plus en plus à faire des formats vidéo, etc. Moi, j'ai fait l'inverse, en fait. Et franchement, j'y reviendrai pas, quoi. Je sais pas. Peut-être qu'un jour, je ferai un format vidéo, d'interview vidéo. Bah, là, par exemple, quand on fait des lives, que je viens faire des lives avec des gens que j'interviewe en audio, c'est pas du tout le même exercice. Je le sais et ça fait partie du contrat, quoi. Euh, et je sais que quelque part, c'est un exercice qui est un peu tronqué par rapport à une vidéo, par rapport à une interview que j'aurais en face à face, quoi. C'est autre chose, tout simplement. Est-ce que tu fais écouter à ton invité avant le podcast pour qu'il confirme qu'il est OK? Est-ce que ça t'est déjà arrivé que quelqu'un dise quelque chose qu'il n'aurait pas dû? Oui, bien sûr. Et en fait, si les gens me demandent est-ce que tu peux me faire écouter, moi je leur propose systématiquement. Il y en a qui me disent non, ça m'intéresse pas. Il y en a qui me disent oui parce que j'ai envie de l'écouter, j'ai envie de vérifier si j'ai dit des conneries ou pas. Il y en a d'autres qui me disent par exemple, des darons qui me disent bah, moi j'aimerais bien le faire écouter à ma femme ou à la mère de mes enfants parce qu'en fait elle est concernée. Donc oui, c'est un truc que je propose systématiquement et les gens me disent si oui, ils veulent oui ou non, quoi. Et puis même, quoi qu'il arrive, ça m'est déjà arrivé aussi de
de lancer le podcast et en fait que la personne interviewée me dise ah non en fait il y avait ce moment-là je l'avais pas écouté avant mais est-ce que tu pourrais le couper. Moi si ça me dérange pas et que je trouve que ça n'enlève rien à l'interview, j'ai tendance à le réuploader, un fichier. Donc effectivement il y aura peut-être quelques centaines de personnes qui l'auront vu la première journée, quelques milliers, mais après le podcast durera dans le temps parce que les podcasts ont une vie longue en fait, ce qu'on appelle la longue traîne. Qui permettra d'avoir une version corrigée pour les gens, quoi. Tu décris tes interviews comme des discussions, mais j'imagine qu'il y a une limite qui consiste à se rappeler qu'il y a des gens qui écoutent. Comment trouves-tu où est la limite? Ah, ça aussi, c'est... Oh, dis donc, Navo, tu sais que tu pourrais faire intervieweur, hein, tu sais que tu pourrais lancer ton propre podcast. Ça pourrait s'appeler Les invités de mes invités sont mes invités. C'était ça dans ton truc? L'invité de mes invités. Les invités de mon invité sont mes invités. C'était ça ton podcast, je me souviens très bien. Et c'était trop bien d'ailleurs, comme je regrette que tu l'aies arrêté. En fait, ouais, l'autre truc aussi, et tu as raison de le dire, c'est que, et je le disais au tout début, je sais pas si tu étais là, mais l'un des trucs qui est dur en fait quand tu finis par avoir une discussion avec quelqu'un avec quelqu'un que tu connais bien notamment. Donc j'ai fait quelques podcasts avec j'ai fait un podcast avec Marion Séclin par exemple, où on était dans une soirée, à un moment donné j'ai sorti les micros et en fait on a fait ce podcast là. C'est que tu peux tendance à rentrer vite dans la private joke, et c'est l'un des trucs que j'essaie de faire, de remettre toujours du contexte ou de venir préciser, ou en fait de venir dire bah tiens en fait là tu es en train de parler de ce truc, si je le sais pas je vais poser la question. Donc je parlais tout à l'heure des potes de Panayotis et je ne sais pas qui ils sont, mais en fait j'ai zappé de poser la question sur le moment. Si je le sais, je vais avoir tendance à venir remettre du contexte, c'est-à-dire, alors, pour les gens qui ne connaissent pas, voilà, on est en train de parler de tel truc, et ça fait partie de, enfin voilà ce que c'est. En fait, ça permet de pouvoir amener un peu de contexte et de pas perdre les gens, quoi. Parce que sinon, ça finit par devenir une conversation entre potes ou entre personnes, mais moi, je sais qu'il y a des gens qui écoutent, quoi. En tout cas, je l'ai toujours en tête. Est-ce qu'on t'a déjà reproché d'avoir posé une question qu'il ne fallait peut-être pas poser? Non. En fait, les gens savent pourquoi ils viennent. Et moi, ils savent aussi que je fais en sorte d'être sympa avec les gens. Je ne sais pas s'il y a des questions qu'il ne faut pas poser. Je ne sais pas. Je ne crois pas qu'il y ait des questions qu'il ne faut pas poser, quoi. J'ai même une petite anecdote, c'est que je m'étais retrouvé en 2008 à aller interviewer Janet Jackson à New York. Ça aussi, c'est une grande histoire. Donc, je me suis retrouvé dans une pièce avec 50 personnes à interviewer Janet Jackson en one-to-one, quoi. Alors, c'est très peu intime. Hein. Vraiment, c'est vraiment assez étonnant comme exercice. Et l'un des trucs, en fait, c'est qu'ils avaient demandé de pas lui parler de du fameux Nipplegate là, et moi ça me saoulait en fait parce que j'avais envie qu'elle raconte un petit peu, qu'elle raconte son truc. Donc j'avais fini par lui poser la question et en fait elle avait joué un jeu la meuf est professionnelle. Elle avait fait genre elle comprend pas mon accent français et en fait j'ai reposé la question comme un con parce que j'avais pas compris qu'elle voulait tout simplement pas y répondre et en fait elle a fait genre je suis désolé je comprends pas. J'ai fait ok mec change de question, c'est quoi la suite? donc voilà, mais il y avait, enfin ça n'arrive quasiment jamais en fait où j'ai des gens qui me disent ça serait cool de pas parler de ça, quoi. Personnellement, je laisse tout, même les silences. Il faudrait couper ce qui n'apporte pas. En fait, je ne sais pas couper, j'ai l'impression que c'est censurer la personne qui parle. En fait, parfois, le silence apporte quelque chose. Parfois, il y a des silences qui sont trop longs. Si le silence est trop long, ça ne sert à rien. Pour moi, le silence, il permet juste de faire prendre conscience à l'auditeur. Et encore une fois, il n'y a que ça qui compte, hein, l'auditeur ou l'auditrice. Qu'est-ce que tu es en train de vouloir dire? Donc en fait, si ton silence, il dure 1 seconde dans ton podcast, c'est long déjà 1 seconde de blanc, alors qu'en fait, la personne, elle a réfléchi pendant 10. En vrai, laisse juste 1 seconde ou 2. Parce que ça permet de comprendre en fait que la personne est en train de réfléchir, mais laisse pas les 10 en fait, parce que les 10 c'est super long, ça n'a aucun intérêt, ça ne marche pas. Donc voilà, encore une fois, c'est toujours, je crois que comment dire,
l'interview et après le montage, c'est toujours se dire, ok, comment la personne qui est en train d'écouter va percevoir, quoi. Donc, si c'est un trop long silence, franchement, c'est chiant. Je crois que c'est Antonin, une fois, qui avait, dans Nouvelle École, parce que j'écoutais ça assez religieusement, il avait laissé un silence tellement long que moi, je pensais que mon téléphone s'était planté, en fait. Il aurait dû couper, tu vois, il aurait juste dû laisser une seconde où toi, tu es là, ok, en fait, c'est une seconde, c'est un silence qui est entendable. Euh, et comme tu dis, ça peut laisser le temps aussi comme tu dis, la boulange, ça peut laisser le temps aussi de la réflexion à l'auditeur. C'est un autre truc aussi. Le besoin de bienveillance et de ne pas piéger l'interviewé t'oblige-t-il à ne jamais interviewer une personne avec qui tu es en profond désaccord? Non. Parce que, en fait, je crois que l'un des trucs qui est important, c'est de me mettre en situation d'écoute. Par exemple, je crois que j'aurais du mal à interviewer quelqu'un qui serait profondément raciste. Et d'un autre côté, je me dis que forcément, à un moment donné, ce racisme-là vient bien de quelque part. Et je crois que si on ne donne pas la parole aux gens racistes, alors dans une certaine mesure, hein, pour essayer de comprendre pourquoi ils sont là, euh, ça enlève tout dialogue, en fait. Et toi, tu restes dans ta réalité où tu te dis, bah ok, moi, en fait, moi, je suis pas raciste, c'est moi qui ai raison. Alors que, bah, forcément, le racisme vient bien de quelque part. Et je trouve que, au contraire, en fait, ne pas diaboliser ces personnes-là, sans pour autant venir accepter ce qui sont, enfin, leurs idées, quoi, tout simplement. C'est pas parce que tu vas discuter avec quelqu'un que tu es en train d'accepter ses idées. Enfin, en tout cas, je le crois, je le pense fondamentalement. Euh, Après, il y a raciste et raciste. Il y a les bons racistes et il y a les mauvais racistes. Enfin, je sais pas. Mais c'est-à-dire qu'on a interviewé avec Mimi dans le Boys Club un mec qui s'appelle Anthony. Je sais pas si c'était Navo qui est dans le chat. Je sais pas si tu avais écouté cet épisode. Je vais vous le retrouver. Bougez pas. Qui se dit anti-féministe. Et en fait, il venait nous critiquer à chaque fois dans les commentaires en venant dire non, mais en fait, c'est bien sympa d'interviewer que des mecs qui sont d'accord avec vous, mais il y a un moment donné où on aimerait bien avoir d'autres genres de profils, quoi. Et en fait, on l'avait un peu mis au défi de venir dans le podcast. Et bah, comme il s'est pas défilé, comme il s'est pas débiné, il a fini par dire ok, bah j'ai l'impression que j'ai pas vraiment le choix et qu'il faut que j'y aille. Donc il est venu. Et en fait, c'était hyper intéressant parce que lui, pour le coup, il expliquait d'où venait son antiféminisme. Et c'était vraiment cool, quoi. Vraiment. Mais je t'avoue que l'une des raisons pour lesquelles, bah, là, par exemple, j'ai un mec pour Histoire de mec, qui est clairement du côté troll de la force, et notamment par rapport à tout l'aspect vegan. Et il troll les vegans non-stop. Et c'est hyper intéressant parce que j'aimerais bien lui parler. Il faut que je lui écrive parce qu'il m'a envoyé un message pour me dire j'aimerais bien venir chez toi. Mais après, il faut que je me prépare moi un peu mieux pour le coup. Il faut pas que je me laisse blouser par le mec, le laisser dire des trucs avec lesquels moi je suis fondamentalement pas d'accord. Parce que quoi qu'il arrive, je crois que c'est hyper important de venir dire à un moment donné que je suis pas d'accord avec ce que tu es en train de raconter, mais j'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi. Par exemple, j'ai eu dans mon dernier épisode d'Histoire de Daron, je suis avec un chanteur qui s'appelle Mathieu Deslongchamps, qui lui est profondément religieux, catholique, et chrétien même. Et en fait, on a une discussion autour de l'impact de la religion sur l'éducation, on a une discussion autour de l'instinct maternel, et en fait, on n'est pas d'accord l'un et l'autre, mais en fait, ça n'a pas empêché d'avoir une discussion hyper intéressante, quoi. Mais ouais, t'es passé en mode intervieweur, Navo. C'est marrant. Je remonte. Ah, toi qui as un rapport intéressant à l'audio et qui fait des lives, que penses-tu de Clubhouse? J'ai plein d'opinions sur Clubhouse. Pour moi, alors Clubhouse, pour les gens qui ne savent pas, je remets un peu de contexte. Mais c'est une appli qui vient de sortir il y a alors je crois une année, un an aux US, mais là qui est en train de percer un peu en France, et qui permet de pouvoir se retrouver avec des gens en live
et du live audio pour le coup. Donc on se retrouve, alors je vous montre rapidement, on se retrouve dans des rooms comme ça, où là c'est les gens qui parlent, après tu descends un peu, là tu as les gens qui sont follow par les gens qui sont en train de parler, et après tu as la plèbe, voilà, tu as le reste du monde. Et en gros, les gens qui parlent ont la possibilité, bien sûr, de pouvoir venir parler. En tant que modérateur, c'est toi qui peux venir donner la réponse à quelqu'un. Et toi, quand tu es dans ce qu'ils appellent l'audience, tu peux monter sur ce qu'ils appellent le stage, n'est-ce pas? Tu peux monter sur la scène. Et en fait, je trouve cette appli assez fascinante. Pour moi, le vrai truc, c'est que pour l'instant, il y a 95% de trucs qui sont pas très intéressants, parce qu'il y a tout le monde et n'importe qui monte sur scène, et il y a 5% de trucs intéressants. Et je crois que l'un des trucs qui va falloir réussir à faire, c'est que tout simplement, ça soit un truc où, à un moment donné, en tout cas pour moi, les rooms que j'ai trouvé les plus intéressantes, c'est quand il y avait genre 3 personnes sur la scène et que tu avais un intervieweur ou 2 et tu avais une personne qui venait discuter. Et en fait, après, il y a un moment de questions-réponses. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus pertinent. Mais c'est sûr que dès qu'il y a des stages où en fait, il y a plein de gens, ça finit par devenir un peu tout et n'importe quoi. Donc voilà mon avis. Mais après, effectivement, l'audio, c'est trop bien parce que, par exemple, l'autre jour, je suis venu intervenir 2 minutes sur je sais plus ce que c'était, mais sur les podcasts, je crois. Et j'étais en slip chez moi et c'était trop cool en fait, parce que ça c'est un truc que j'aurais pas pu faire en visio par exemple, même si j'aurais pu être en slip effectivement, mais j'étais complètement avachi dans mon canapé. À un moment donné, si tu te mets en visio, il faut que tu te... Enfin voilà, là je suis face à vous, je suis éclairé par une lumière, j'ai une webcam, j'ai un micro qui marche bien. Là il y a un côté très, très à l'arrache que je trouve assez cool quoi, par rapport à Clubhouse. Je remonte vos questions, hein. Le fait qu'il n'y ait pas d'image, c'est sûrement plus facile pour les interviewés inconnus de se livrer et authentiques, car ils peuvent rester anonymes. Je remonte un petit peu vos questions qui datent de l'image, effectivement. Je me souviens de la private joke de la Clémentine. Nostalgie, putain. Pour le podcast avec ton pote Gilou, tu as d'ailleurs remis souvent du contexte. Bah oui, parce que Gilou, il partait, quoi. Il partait loin, parfois. Tu vas te coucher. Je vais me coucher. Salut Nico. Donc on a Nico qui est dans le chat, qui est boulanger. Donc forcément, à 13h30, c'est l'heure d'aller faire dodo pour lui. Tu prenais l'exemple d'une personne raciste avec qui tu pourrais discuter, ce qui me semble très bien, mais ton process qui consiste à permettre à l'invité d'enlever des passages qui ne l'arrangent pas, ne devient-il pas un piège? Ça dépend en fait. Je crois que ça dépend un peu de la teneur de la discussion qu'on a, quoi, tout simplement. Parce que normalement, si on a une discussion entre êtres humains normaux, il n'y a pas de raison pour laquelle cette personne voudrait enlever des trucs. Après, si elle veut tout enlever, moi je publie pas l'interview, quoi, tu vois. Et puis à un moment donné, c'est aussi mon rôle à moi de décider de ce qui peut aller dans l'interview ou pas. J'ai parfois des attachés de presse qui me demandent d'enlever des passages et moi je négocie, voilà. Et je dis non, en fait, ce moment-là, ok, parce que en fait pour moi il apporte rien à l'interview et si tu veux l'enlever, c'est cool. En revanche, ce passage-là, moi je trouve que c'est intéressant et j'aimerais bien le garder. Et donc, on négocie, et puis ça se passe comme ça, quoi. Et puis après, si à la fin, le podcast ne m'intéresse pas, ne m'intéresse plus, ou si la personne veut enlever tous les passages que je trouve intéressants, je finis par ne pas publier le podcast, puisque quoi qu'il arrive, à la fin, c'est moi le boss. Alors, c'est un peu comme Stéréo, Clubhouse, oui et non, parce qu'en fait, Stéréo, c'est que 2 personnes qui parlent. Donc ça, c'est vraiment... C'est ça la grosse différence, en fait. C'est que tu vas en stéréo... Et là, tu vois, tu n'as que 2 personnes qui parlent dans stéréo. Le truc que je trouve cool dans stéréo, c'est que de ce fait-là, toi, en tant qu'auditeur, tu peux envoyer un message. Et tu peux enregistrer un message. Et après, les gens peuvent le diffuser s'ils veulent, quoi. Après, la grosse différence entre stéréo et Clubhouse, c'est que pour l'instant, il n'y a pas grand monde sur stéréo, alors que sur Clubhouse, il y a déjà beaucoup de monde, quoi. Alors après, c'est un public très particulier. Il y a pas mal d'influenceurs, d'entrepreneurs, etc. Là où je trouve que Clubhouse est un peu plus démocratique, quoi, mais il n'y a pas grand monde. Oui, t'as pas d'icône pour ton abonnement, Koneko, je suis désolé, il faut que je fasse ça.
Je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui font ça? Est-ce que je pourrais payer des freelances qui pourraient me faire des icônes et des emojis et tout ça? C'est une question que je me pose sans doute, hein, ça doit exister, mais je n'en connais pas. Je dois partir vers un peu avant 14h parce que j'ai un call, n'est-ce pas? J'ai une réunion sur l'internet. Je reprends les questions de Pierre qui étaient intéressantes aussi. Est-ce que la pub sur les podcasts est intéressante et est-il possible pour toi d'avoir des sponsors d'épisodes qui peuvent peut-être payer mieux? Alors ça, c'est tout un truc, hein. C'est hyper intéressant ce qui se passe en ce moment avec la pub sur les podcasts. C'est que vraiment, là, pour l'instant, moi, aujourd'hui, je suis en train de bien gagner ma vie avec mes podcasts. Je suis trop content. Alors, je dis pas que c'est facile, hein. Surtout, n'allez pas penser ça. Ça nécessite du taf. Moi, j'en ai fait pendant 3 ans auparavant. J'ai pu être propulsé quelque part par Mademoiselle. Et puis, il faut en sortir, quoi. Faut jamais s'arrêter. Mais aujourd'hui, ça me permet vraiment de pouvoir gagner des sous et de pouvoir même bien gagner ma vie. Je crois même que si je me démerde bien, je vais même réussir à mieux gagner ma vie, je pense, cette année, que quand j'étais patron de 25 salariés, quoi. Donc ça, c'est trop bien et c'est hyper intéressant. Et l'un des autres trucs en fait que je suis en train de faire de plus en plus, c'est que je suis en train de faire sponsoriser des épisodes d'Histoire de succès. C'est-à-dire que j'ai des boîtes qui viennent me voir en me disant on aimerait bien avoir une interview du patron. Alors quoi qu'il arrive, moi c'est une interview que j'ai envie de faire, parce que la boîte m'intéresse et que je trouve que l'histoire est cool. Si l'interview ne m'intéresse pas, de toute façon je vais pas sponsoriser, quoi. C'est pas possible. Merci pour le follow, corps de face, mes BG. Donc ouais, j'arrive à faire ça et ça, je trouve que c'est plutôt cool parce que l'une des règles que je me fixe après, c'est de faire l'interview de la même façon que si j'étais pas sponsorisé, quoi, tout simplement. Et je le dis aux gens, quoi. Donc ça, c'est hyper cool. Ah, il y a la mort sur le chat. Salut la mort, j'espère que tu vas bien. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. On t'avait pas vu depuis mon fameux live sur la mort de mon associé. J'espère que tu vas bien, la mort. Ça se passe bien pour toi? Tu es toujours au top, hein, dans ta vie, j'ai un peu l'impression. Voilà pour les épisodes, voilà pour l'aspect pub. Après, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est une fois que si vous commencez à vous lancer vraiment en mode professionnel, c'est d'aller chercher le plus possible une régie, quoi. Là, par exemple, moi, je bosse avec cette boîte qui s'appelle Acast, qui est à la fois mon diffuseur, mais aussi ma régie. Et en fait, ils prennent une commission sur les pubs qu'ils m'apportent. Mais je peux aussi, moi, aller chercher mes propres pubs. Donc, par exemple, j'ai parfois des appels, ce qu'on appelle des appels entrants, c'est-à-dire que j'ai des gens qui m'envoient des messages pour me dire on aimerait bien sponsoriser ton podcast, comment on peut faire? Ça, à ce moment-là, je peux le faire par moi-même, quoi. Bah oui, c'est une super année écoulée pour la mort, mais tu m'étonnes, Navo. Mais vraiment, on a beaucoup discuté avec la mort la fois passée. J'ai fait un stream spécial sur mon pote je sais pas si tu l'avais déjà rencontré, Denis, qui était mort, et énormément de très bonnes vannes de la part de la mort dans le chat. Ah oui, par rapport au buzz, Lucille, tu avais ta question aussi. Alors attends, je me souviens plus. Voilà. Moi, j'aurais voulu savoir, sans chercher le buzz ou nommer des gens, si ça arrivait que des fois, le courant passe pas du tout entre toi et un invité, comme ça peut arriver dans la vraie vie, et qu'est-ce que tu as fait? Alors, ça m'est arrivé une fois d'avoir un épisode d'Histoire de Daron avec... En fait, je me suis planté au casting et le mec m'a vendu du rêve. Il m'a vendu je vous raconte pas le truc parce qu'en fait ça a assez peu d'intérêt, mais en gros il m'a vendu une situation et c'était pas du tout, en tout cas sa réaction était pas du tout à la hauteur de celle que j'attendais, quoi. Donc l'interview était ultra creuse et au final je l'ai jamais posté. Je lui ai juste envoyé un message en lui disant écoute, je suis désolé, mais en gros j'ai réécouté et je vais pas publier ton interview parce que elle tient pas la route. Il y a une autre fois aussi, je n'ai pas publié une interview parce que en fait, je trouvais que j'étais pas assez bon. C'était au tout début du confinement et j'ai eu un peu de mal à me lancer dans les interviews à distance. Et c'était, voilà, j'étais pas bon. Donc en fait, j'ai juste proposé à la personne de le refaire et au final, on l'a jamais refait.
Donc voilà, désolé, j'ai un coup de fil de mon ex. Parce que c'est important, la famille. L'épisode avec PandaCraft était génial. Écoute, ça me fait vraiment plaisir parce que l'épisode avec PandaCraft était sponsorisé par PandaCraft. Et en fait, quand j'arrive à avoir des entrepreneurs comme ça qui sont aussi passionnants et qui en plus... Enfin, tu vois, à aucun moment je me dis, ok, les mecs sont en train de me bullshit. Donc en plus, ça marche trop bien, quoi. Pourquoi pas un épisode sponsor par la mort? Putain, ouais, ça serait bien. Là, il a de la thune. Ce chien de Charon garde toute la thune. Et voilà, putain, on a des refs et tout là. Donc ouais, il y a pas, ça m'est jamais arrivé en fait de me retrouver dans un truc où ça passe pas. Parce qu'en gros, je crois que les gens que j'ai pas envie d'interviewer, je vais pas vers eux directement. Donc après, ça pourrait amener autre chose, c'est-à-dire que les gens vers lesquels j'ai pas envie d'aller, j'y vais pas, quoi, tout simplement. J'entends parfois dire que machine et les machins et tout. Moi, ça m'intéresse d'aller chercher ce que les gens pensent en vrai, quoi. Donc j'ai tendance à bien m'entendre avec les gens que j'interviewe, quoi, d'une manière générale. Ah oui, donc Evan qui proposait de faire un podcast où je pourrais regrouper tous mes podcasts. C'est un truc auquel je réfléchis, d'avoir en gros une marque qui serait les podcasts de FabFlow, où je mettrais à la fois les podcasts dans Histoire de Daron, mais aussi directement dans ce flux. Comme ça, si jamais ça vous intéresse de juste suivre l'intégralité de mes podcasts, vous pouvez juste vous abonner à un podcast et à vous désabonner de tous les autres. C'est un peu pareil pour moi, ça ne change pas grand-chose, quoi. Après, il y a quelqu'un qui disait qu'il préférait que les podcasts soient séparés. Voilà. Des histoires de FabFlow, ça pourrait être l'idée, ouais. En plus, tu sais que j'y pense. Ah, dernière question, et puis après je vous laisse. Tu as beaucoup d'échanges avec les personnes avant de les interviewer, ou ça peut se faire au bout d'un mail? Vraiment le moins d'échanges possible. L'un des trucs, moi, qui est compliqué pour moi, c'est que les gens ont tendance à venir. Alors, ils viennent là avant, par exemple. Là, avant, c'était chez Mademoiselle, donc on avait tendance à prendre un café. Là aussi, c'est pareil, je leur propose un café, etc. Le challenge pour moi, c'est de ne pas commencer l'interview avant que le micro soit branché. En général, ça vient assez rapidement, où les gens commencent à venir parler de ce dont on va parler dans le micro. Et là, je leur dis, attends, arrête, ça me saoule, on est en train de commencer l'interview alors que... si le micro n'est pas en mode enregistrement, il n'y a pas de micro en fait. Donc j'ai tendance à être un peu de ce fait-là, pas froid au départ, mais juste à leur dire je suis désolé, je parle le moins possible, mais juste après, si tu veux qu'on parle de la pluie du beau temps, c'est cool. Mais je préfère pas qu'on commence à parler du sujet dont on va parler avant que le micro soit branché. Et en général, c'est plutôt quand ça se passe après. Comment dire, c'est plutôt le moment après qui est plutôt plus cool. Je vous avais fait un petit post sur Instagram en fait, en disant que j'oubliais systématiquement de faire des comment dire, j'oublie systématiquement de faire des selfies en fait avec les gens, avec mes invités pour les poster pour les poster sur mes réseaux sociaux, quoi. Et c'est un peu saoulant pour moi parce qu'en fait j'ai juste envie de profiter de ce moment-là et j'ai pas envie de faire un selfie, quoi. Donc parfois je le fais, quand ça vient pas, et après quand je l'oublie en plus je me plombe parce que je me dis putain, t'as encore oublié de faire ton personal branding, quoi, comme on appelle. Je me saoule un peu, quoi. Voilà. Ça fait partie des trucs sur lesquels j'essaie de travailler. Pour l'avoir vécu, être interviewé par Fab, c'est un pur plaisir. Merci beaucoup, Ellie, ça fait plaisir. Et d'un autre côté, en plus, c'était un truc un peu particulier parce qu'on était à distance. C'est pas forcément les conditions dans lesquelles je préfère interviewer les gens. Et puis en plus, on était en live sur Twitch. Donc, tu avais tendance toi-même à regarder parfois le chat et à décrocher de ce fait-là. Et je sais pas si tu te souviens, mais je t'avais dit, ouais, vas-y, reviens, c'est relou. Bref. Sinon, tu pourrais avoir un petit Polaroid et tu prends une photo un peu à l'arrache, mais stylé au final. Pas bête, Lucille. Très bonne idée, même. As-tu trouvé la chanson du mec qui pleure au téléphone
mais qui n'est pas Le téléphone pleure. Mais non, pas du tout, je ne l'ai pas trouvé. Tous les gens m'ont dit, peut-être c'est sous Lycéphile, mais pas du tout. Pardon pour les gens qui écoutent en podcast. C'est juste qu'hier, j'ai fait une story sur Insta en expliquant que je cherche depuis 3 jours une chanson qui est vraiment hyper niche, que personne ne... Je crois qu'en fait, que peu de gens connaissent. Le problème, c'est qu'après, les gens ils m'ont dit c'est Claude François, c'est sur Lycéphile, est-ce que c'est pas Hello de Lionel Richie? Mais non, en fait, c'est trop basique, ça, je saurais le dire, mais... Je vous avoue que j'ai demandé de ce fait-là à l'intelligence collective d'Internet, mais rien n'en est ressorti. Ça arrive parfois, quoi. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Je ne sais pas ce que c'est que la chanson. Je ne sais pas. C'est une chanson qui est, je pense, des années 70. Une chanson soul, magnifique. Et oui, apparemment, tu peux chantonner, mais je ne sais même plus l'air de la chanson, en fait. C'est ça qui me saoule. C'est juste que je crois que c'est à un moment donné, mais il y a longtemps, je crois que c'est Maurice sur Skyrock. Alors vraiment, je vous parle de ça, c'était il y a fort longtemps, qu'il a passé quasiment tous les soirs. Et je trouvais que cette chanson était superbe. Et je m'en souviens plus. Et je me souviens même plus des paroles. C'est dire parce que voilà. Il y a un moment donné où j'avais tapé les paroles dans Google, mais c'est pareil, j'arrivais pas à retrouver, quoi. Ouais, c'est en anglais. Et je crois que c'est vraiment genre un chanteur soul avec une grosse voix, vraiment de lover et tout, quoi. C'est une chanson de rupture, en fait, parce que la meuf l'a quitté et en gros, c'est comme s'il était en train de pleurer au téléphone, quoi. Bon, après, c'est comme s'il était en train de chanter au téléphone, quoi. Et je ne retrouve pas ce titre. Et je crois que c'est un mec un peu obscur, quoi. C'est très, très compliqué. Faudrait que j'envoie un message à Maurice. Peut-être qu'il s'en souvient, ouais. J'ai cru voir qu'il était sur Insta et qu'il faisait encore sa web radio, d'ailleurs. Un grand merci à vous, c'était trop bien, vraiment. Ça fait 1h45 que je parle. Merci pour vos questions. Merci Navo pour tes questions très pertinentes, c'était très intéressant. Merci à vous aussi pour toutes vos questions. Venez me rejoindre sur le Discord de FabFlow, n'est-ce pas? Vous tapez dièse Discord ou... point d'exclamation Discord, c'est pas dièse. Et si vous écoutez en replay sur le podcast, je vous invite à venir en direct sur Twitch. C'est le lundi, le mercredi et le vendredi à midi. Et vous pouvez aussi retrouver le lien directement dans le Discord. Je vous mets tous les liens dans le Discord, c'est trop cool. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle fin de journée, une belle après-midi. Moi, là, j'ai un call et puis après, j'ai un podcast. Enfin, j'ai une interview avec un daron. Je vais avoir une chouette après-midi, ça va être très cool. Et ce soir, c'est Top Chef. Voilà, je sais pas pourquoi je regarde Top Chef. C'est ma nouvelle lubie. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Passez une bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à vendredi. Ah, vendredi! Il faut que je raide quelqu'un, putain. Je vais raider. J'ai vraiment un putain de post-it. C'est écrit raid en gros et j'oublie de raider. Bordel. Vendredi midi, je serai là, bien sûr. Vendredi midi, je reçois Cyril, qui est un ancien candidat de Koh-Lanta. Si vous écoutez Laisse-moi kiffer, vous avez sans doute déjà entendu Cyril, puisque Cyril est venu dans Laisse-moi kiffer à plusieurs reprises. Et je suis très content de recevoir Cyril. On va faire un épisode de La Reco ensemble. Il va venir me raconter un petit peu ce qu'il aime en ce moment. Et je suis très très heureux de pouvoir faire ça. Hop. On va raid Mademoiselle Sony, qui est vraiment très cool. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est vraiment canon ce qu'elle fait. Je l'ai découvert il y a quelques semaines. Et vraiment, je regarde systématiquement ses chats, même si, ses lives, même si elle les fait à peu près en même temps que moi. Ceci dit, il y a moins de monde qui fait du live le midi. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis très content d'être passé aussi sur l'horaire du midi. C'est que je peux regarder les lives plutôt que d'être en train d'en faire. Donc ça, c'est plutôt cool. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Et je vous laisse avec Sony directement. N'hésitez pas à aller lui faire un coucou. Elle est vraiment très cool et allez la follow, quoi. C'est trop bien ce qu'elle fait.